Or, vous éloignez pas trop tous de moi, comme ça je vais me sentir toute seule dans mon petit coin. Voilà, parfait. Ouais, comme vous voulez après. En tout cas, vous avez un micro chacun, puisque vous êtes 3, donc on va... Alors je suppose que vous avez écouté avec connaissance quand même les enjeux qui ont été évoqués ici. Alors c'est vrai que c'est ce que je disais, l'idée c'est pas de culpabiliser l'automobiliste, parce qu'on en arrive parfois à ça. Or, on est tous à prendre nos voitures. En tout cas, là, en Bretagne, il y a quand même beaucoup d'endroits où il est difficile de faire sans. L'idée, c'est d'acculturer, d'éduquer sur une autre manière d'utiliser la voiture, et notamment ce fameux autopartage qui est chouette. Et on va le voir avec vous. En plus, c'est très intéressant parce qu'il va vraiment se présenter sous des formes un peu différentes. Et quand on dit qu'il y a aussi des questions de génération, on n'a pas tous eu la même manière, effectivement, d'aller dans les voitures, d'approcher le covoiturage, l'autopartage. Toutes ces choses-là peuvent encore faire peur. Donc là, l'idée, c'est aussi de dédiaboliser un petit peu et puis surtout de montrer qu'il y a différentes manières de l'aborder. On va commencer avec vous, Nicolas Fru, pour avoir une version, on va dire, un peu plus globale avec ECOV. Déjà, présenter ce que c'est ECOV, parce que moi je le sais, je ne savais pas que ça existait, je trouve ça vraiment passionnant. Donc vous êtes en charge du développement justement de nouveaux projets de lignes de covoiturage. Vous êtes sur la Bretagne et les Pays de la Loire, et vous voulez faire, d'ailleurs la formule est sympa, vous voulez faire de la voiture un transport collectif. C'est tout le but de l'autopartage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, du coup, quelle est effectivement la mission, comment elle se met en place, et puis on va prendre aussi quelques exemples de territoires où c'est déjà évidemment mis en place, et sur quel type de besoins ça répond très concrètement sur les territoires. Merci beaucoup pour l'invitation à partager lors de cette table ronde. Effectivement, ECOV existe depuis une dizaine d'années et est parti de l'observation qu'en dehors des centres-villes, la voiture, elle est majoritaire. On a beaucoup parlé de solutions de transport collectif depuis ce matin, aussi de la place de la voiture, et souvent on a fait une opposition assez franche, assez ferme, entre le monde des transports collectifs d'un côté et le monde de la voiture de l'autre. Or, quand on observe le développement de la mobilité depuis un siècle en France et même dans le monde, finalement, il y a eu énormément d'argent investi dans le monde de la voiture. Aujourd'hui, on a des infrastructures pour le monde de l'automobile qui sont parfaites, qui sont magnifiques. Sauf que quand on gratte un peu, on se rend compte que ce monde-là de la voiture a été fait pour transporter non pas des personnes, mais des voitures. C'est-à-dire que les voitures sont vides. Donc il y a le conducteur, mais à côté, il y a 4 places vides. En moyenne, la mobilité routière en France pour aller au travail, c'est 1,06 personnes par voiture pour aller au travail. Donc 1,06, ça veut dire une personne par voiture, et une fois de temps en temps, il y en a une deuxième. Donc le sujet d'ECOV et ce sur quoi ECOV s'est engagé depuis 10 ans, c'est de comprendre ces mobilités et de faire en sorte qu'on se réapproprie le champ de la voiture, le champ de la mobilité par la voiture, et qu'on en fasse un service public qui soit piloté par la puissance publique, qu'on investisse ce sujet pleinement, que ce ne soit pas un sujet marginal, mais un vrai sujet au cœur de nos mobilités, parce que c'est un indispensable. En fait, on pourra très difficilement atteindre les objectifs de transition énergétique, environnementale par la mobilité si on n'investit pas ce sujet. Parce que, Monsieur Carnez, on a largement parlé tout à l'heure, les investissements nécessaires aujourd'hui pour faire des nouveaux rails, des nouvelles voies de chemin de fer et améliorer le cadencement du train sont titanesques. Donc ça va pouvoir être fait à certains endroits, mais de manière pour répondre pleinement aux enjeux, ça ne pourra pas l'être. Donc j'espère que le TGV arrivera à Pontivy, et peut-être que les lignes de covoiturage arriveront avant le TGV. En tout cas, ce serait un beau symbole. Donc voilà, ECOV est un opérateur de mobilité nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on conçoit des lignes de covoiturage pour le compte des AOM périurbains et ruraux. Alors une ligne de covoiturage, c'est des arrêts qui sont matérialisés en voirie, un peu comme une ligne de bus, sauf qu'il n'y a pas de bus, il y a un flux de conducteurs qui est là de manière naturelle. C'est le flux de conducteurs qui va au travail. On l'a tous vu, ce flux de conducteurs. Et ce qui est magique dans ce flux-là, c'est qu'il y a énormément de places disponibles.
Donc on essaye d'organiser les choses, de faire en sorte qu'il y ait un engagement des conducteurs à mettre à disposition leur siège. Ça, c'est le premier travail. On construit l'offre. Et ça n'arrive pas comme par magie. Il faut investir sur ce sujet. Ça veut dire qu'il faut sécuriser les espaces, se rapprocher du flux, communiquer auprès des conducteurs, les engager aussi financièrement. Il faut qu'ils y voient un intérêt, ils participent à un service. Puis après, il y a l'autre côté, il y a le côté passager. Et donc là, c'est pareil. Il faut que des personnes qui jusque-là prenaient leur voiture tout seuls, bien confort, aillent à un arrêt de covoiturage, prendre une ligne. Donc là aussi, on essaye de limiter les contraintes. Il faut que ce soit au maximum spontané, qu'il n'y ait pas besoin d'anticiper ou de s'organiser en amont. Donc l'objectif des lignes de covoiturage, c'est d'enlever la contrainte de la prise de rendez-vous. Donc on y va de manière spontanée. Et là, en 2-3 minutes, il faut qu'il y ait un engagement à ce que la personne soit prise en charge. Et qu'elle aille là où elle a envie d'aller. Alors pas n'importe où. C'est vraiment la logique des transports collectifs. C'est-à-dire qu'on organise les lignes de covoiturage en réseau. Il faut que ça se construise avec les autres solutions qui sont sur les territoires, que ça vienne, qu'il y ait une logique d'intermodalité, de premier-dernier kilomètre qui soit existante, parce que si on arrive au milieu de nulle part et qu'il nous reste même 500 mètres à faire à pied, en voirie départementale, c'est pas forcément très engageant. Donc il faut que tout ça soit prévu et que le chaînage se passe bien. Donc ECOV travaille à cela, étudie les projets de lignes de covoiturage, les étudie sur les territoires, et ensuite accompagne les territoires dans le déploiement de ces projets et fait en sorte que progressivement, je dis bien progressivement, une montée en charge se passe sur ces nouveaux objets de mobilité pour faire reculer le monde de la voiture solo et pas pour faire reculer le monde de la voiture. Parce que celui-là, on pense que c'est le paysage dans lequel on se situe et que dans le milieu périurbain et ruraux, la voiture sera là pour très longtemps. A priori, elle ne va pas disparaître. Et donc, il faut compter dessus et, on va dire, réorienter un peu le système. Voilà tout l'objet de travail d'ECOV. Pour effectivement, comme disait M. Carnez à l'ouverture, que l'usage de la voiture soit extraordinaire, que ce soit plus dans l'ordinaire de notre quotidien, mais ne soit utilisé qu'effectivement à des fins particulières, mais plus aussi fréquemment. Mais vous, en plus, c'est un autopartage d'opportunités. Hein, c'est ce que vous disiez. C'est pas justement, c'est un peu comme le stop, faire du stop, oui, mais de manière un peu mieux visualisée, plus safe, on va dire, plus sécuritaire. Mais on est sur de l'opportunité, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on va anticiper, comme vous disiez, prendre rendez-vous. On le verra avec Blablacar Daily où on est aussi dans on est plutôt dans cette façon de faire. C'est presque une offre complémentaire d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, on essaye de pas trop parler de stop, parce que le ouais, stop, c'est perçu comme quelque chose d'un petit peu marginal, ouais, d'un peu risqué, pas forcément très très bien perçu, oui, oui, selon les acteurs. Donc on est vraiment sur des lignes de covoiturage avec des aspects très sécurisés, une institutionnalisation du sujet, une sécurité. On préfère le comparer à des offres de transport collectif type express. D'ailleurs, on prend cette mention-là, ligne de covoiturage express, pour se comparer au car express, parce qu'il y a la logique de cadencement. Oui. Faire qu'effectivement, on n'a pas besoin de s'organiser, on va à l'arrêt et en 2-3 minutes, on est pris pour aller à la destination qu'on souhaite. Si je peux reprendre votre question. Je disais juste que vous étiez sur de l'opportunité. Voilà, spontané, quelque chose d'assez spontané. Ouais. Un usage spontané, sans... En fait, une des contraintes sur les trajets courts, c'est la contrainte d'organisation. Ça, c'est très connu en économie de la mobilité. Plus les trajets sont courts, moins on s'organise pour le faire. Okay. Donc la voiture, on la prend, on monte à bord, on tourne la clé, on part et on va jusqu'au point d'arrivée. Si on a 50, 60, 70 km à faire, on va prendre un peu de temps pour s'organiser, trouver des covoitureurs, former des binômes, passer par des applications qui permettent, des plateformes qui permettent de trouver des covoitureurs. Plus les trajets sont courts, 30 km, 20 km, moins ce temps d'organisation va être pris, surtout sur les trajets du quotidien. Sur les trajets exceptionnels pour partir en vacances, on le fait. Et sur les trajets quotidiens, c'est une vraie difficulté. En tout cas, en économie des transports, c'est très documenté. On ne va pas prendre ce temps d'organisation. Donc l'objet même des lignes de covoiturage, c'est de supprimer cette contrainte d'organisation, à la fois côté conducteur et aussi côté passager, pour faire que le covoiturage devienne une vraie solution de mobilité. Au même titre comme le train, comme les cars, les lignes de covoiturage.
c'est vraiment ce souhait-là qu'on a aujourd'hui pour réinvestir le monde de la voiture. Le réinvestir, mais plus comme une voiture solo, comme une voiture qui devient un objet de mobilité organisé par la puissance publique. Donc ça se fait forcément aussi en lien avec les EPCI et les schémas de mobilité. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Ça commence à se faire. Ça commence à se faire. Monsieur Carnez a plusieurs fois employé l'expression de l'esprit créatif Oui. à la française. Donc nous, avec les lignes de covoiturage, on est en plein dedans. Ouais. Les lignes de covoiturage, ça vient cibler des trajets qui sont à une trentaine de kilomètres entre des pôles urbains et le monde rural. Typiquement, on va dépasser la limite traditionnelle des comités d'agglo, des comités de communes. On va aller au-delà. Du coup, ça veut dire monter des partenariats entre des territoires sur des transports plutôt innovants, avec des contraintes budgétaires très fortes côté territoire. Tous les territoires ne lèvent pas le versement mobilité, donc parfois il y a des contraintes budgétaires très resserrées. Et puis avec des compétences aussi qui sont un peu éclatées, avec la loi LOM qui donne aux AOM une mobilité, mais aussi une compétence, mais aussi des compétences surtout régionales sur ces liaisons inter-EPCI. Donc ça demande de mettre tout un panel d'acteurs autour de la table pour monter ces projets. Donc historiquement, on est plutôt développé aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, autour de Lyon, autour de Grenoble, qui a, pour faciliter du coup le travail, un syndicat mixte qui est très large autour de Grenoble. Donc ça permet de limiter le nombre d'interlocuteurs pour construire des projets ambitieux. On commence à avoir aussi des projets dans l'Ouest. On a une ligne de covoiturage qui est insérée dans le réseau STAR. Donc ECOV est un sous-traitant de Keolis Rennes qui organise la mobilité pour Rennes Métropole. Donc c'est une ligne au nord de la rocade de Rennes. Et d'ailleurs, on travaille avec Blablacar Daily qui est sur le même territoire pour travailler l'articulation des services de covoiturage pour la population. Et puis il y a des réseaux plus locaux, Thomas pourra en parler. Quand je dis plus locaux, c'est dans des territoires un petit peu plus ruraux, avec des solutions plus simples, moins coûteuses, et qui permettent d'offrir des nouvelles solutions de mobilité entre l'autostop et la ligne de covoiturage. On se situe à peu près à mi-chemin. Et ça permet notamment de désenclaver certains territoires et d'offrir de nouvelles opportunités de mobilité à des personnes qui n'ont pas forcément de solution et qui peuvent aussi plus facilement se passer de la voiture. Justement, on va en parler avec Thomas Veen. On va rentrer concrètement dans quelque chose qui s'est mis en place, qui est très parlant et très concret. Vous êtes, je le disais, chargé de projet mobilité donc à Montfort Communauté. C'est 8 communes, c'est quand même 25 000 habitants. En plus frontalier de Rennes Métropole, du pays de Brocéliande. Enfin voilà, ça fait un schéma directeur cyclable qui existe aussi. Et puis donc voilà, vous avez décidé effectivement de vous lancer dans cette ligne d'autopartage ou de covoiturage, je ne sais pas comment on dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement à quoi ça ressemble déjà quand on veut rentrer et comment ça a été mis en place au niveau de la communauté? Bien sûr. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation également et bonjour à toutes et à tous. Je vais revenir un petit peu à la genèse, c'est important. Parce que moi, ça fait seulement 2 ans que je suis à Montfort Communauté. Et avant que j'arrive, en fait, il y avait une réflexion qui a été menée par les élus à la suite de la prise de compétences mobilité qui a été offerte par la loi LOM. Donc dès 2020, la communauté de communes a pris la compétence. Et dès 2021, s'est lancée dans l'imagination de sa stratégie via un plan de mobilité simplifié. Dans la mobilité, c'est un terme qui revient beaucoup maintenant, parce que c'est vraiment le document qui porte la stratégie des communautés de communes. Et donc il y a eu 7 actions qui se sont profilées à travers ce plan. Et la deuxième action qui était, on va dire, identifiée comme prioritaire, la plus prioritaire de ces 7 actions, c'était la mise en place d'un réseau d'autostop organisé. Et je reviens aussi sur cette stratégie parce qu'elle a été faite en concertation avec les habitants, lors d'ateliers, sur les marchés aussi. Et les élus ont participé et les techniciens également. Donc en fait, c'est vraiment un travail qui a été mené pendant 1 an et demi quand même de stratégie, d'élaboration d'une stratégie. En mode collaboratif, ouais. Voilà, plus, tout à fait. Ouais. Et donc quand je suis arrivé, moi, à la collectivité, il y avait déjà, on va dire, le plan d'action. Il fallait finaliser le document et qu'il soit adopté en conseil communautaire. Et donc on n'a pas attendu finalement l'adoption du plan parce qu'on savait très bien que cette action était voulue par les habitants. Déjà parce qu'il y avait un constat qu'il y avait une pratique de l'autostop sur le territoire. Donc c'est pour ça que ça s'est appelé autostop.
et que les habitants et les élus avaient entendu parler de solutions qui étaient en train d'émerger, que ce soit au niveau régional, mais aussi au niveau national, sur l'autostop, et on va dire un transport plutôt solidaire. Parce que on est, voilà, vous l'avez dit, hein, sur un territoire plutôt de densité moyenne, pas basse non plus, parce qu'on a des pôles assez importants, un territoire qui n'est pas si étendu que ça, avec voilà, des solutions de transport déjà existantes également. Et donc, à travers ce projet-là, les élus voulaient développer en fait un maillon de mobilité supplémentaire qui permettait notamment le report modal vers la gare SNCF de Montfort, qui est de Montfort-sur-Meux, autant pour moi, parce qu'il y a confusion entre Montfort Communauté et Montfort-sur-Meux. Montfort-sur-Meux. Mais donc la gare de Montfort-sur-Meux, qui est la gare centrale, accueille aujourd'hui 600 000 voyageurs par an. Enfin en 2023 en tout cas, donc les chiffres vont continuer d'évoluer. On a 7 nouveaux trains en fait depuis septembre dernier qui circulent en gare de Montfort-sur-Meux. Donc on imagine que les prochaines données seront encore plus importantes. Et on est sur une multiplication par 2 du nombre de voyageurs en 8 ans. On l'a vu tout à l'heure encore avec Nicolas. Donc c'est énorme en fait. Et donc on a des parkings aujourd'hui qui arrivent à saturation. Et donc il y avait une des volontés, c'était de trouver des solutions pour mieux occuper les voitures. Donc le flux existe, il faut juste optimiser ce flux et le rendre plus pertinent, en tout cas remplir plus les voitures pour se rendre à la gare de Montfort. Et comme on est sur un territoire rural, c'était aussi offrir des solutions pour les personnes qui n'ont pas forcément de permis ou qui ne sont pas forcément véhiculées pour pouvoir se déplacer, aller dans la ville-centre qui est aussi donc Montfort-sur-Meux, la polarité principale où on va avoir un hôpital et les services publics primaires qui permettent voilà, à tout le monde d'y avoir accès. Et il y avait déjà des tests de navettes qui avaient été mis en place, mais ce n'était pas satisfaisant. Parce qu'il faut une fréquence importante. Il faut trouver le bon cadencement. Et il faut un financement aussi important. Et c'était difficile, l'équation était compliquée et les élus avaient déjà tenté plusieurs fois. Donc, ils se sont tournés vers cette nouvelle solution qui est l'autostop organisé. On a donc, les élus ont voulu lancer directement une étude pour voir le potentiel de cette solution. Et il y avait déjà eu des communes et des lignes quasiment qui avaient été pré-identifiées en fait, dans l'étude. Le travail avait déjà été bien avancé. Et donc on a lancé une première étude avec ECOV pour connaître le potentiel, la faisabilité et aussi pour que ECOV puisse nous donner les lieux les plus stratégiques pour pouvoir situer ces arrêts où on va mettre les véhicules, enfin en tout cas les conducteurs et leurs véhicules dans les meilleures conditions pour pouvoir s'arrêter rapidement. Ça ressemble à quoi d'ailleurs un arrêt d'autostop? Non mais vous ne l'avez pas dit. Non, vous ne l'avez pas dit, mais alors, ça peut quand même... En fait ça ressemble vraiment à un arrêt de car. Ouais. Après tu me reprends si je me trompe. Ça ressemble à un arrêt de car. Il y a donc un panneau qui est connecté la plupart du temps pour être alimenté en électricité à un panneau solaire. On est sur un affichage avec 2 lignes, on va dire, d'affichage standard, comme les radars un peu pédagogiques en termes d'éclairage. Et on va avoir ce panneau qui va être relié à un boîtier de 6 boutons. Et au-dessus, un panneau d'information qui explique le réseau, etc., et les lignes de ce réseau. Et sur ce boîtier de 6 boutons, il va y avoir des possibilités en fait, d'appuyer sur le nom de communes qui se trouvent dans notre dos. Qui sont connectés à la ligne sur laquelle on se trouve. En fait. Donc vous êtes un voyageur, vous voulez aller à Montfort-sur-Meux. Par exemple, je suis à Bédé, qui est une commune au nord de Montfort. Je veux me rendre à Montfort-sur-Meux ou un peu plus dans le sud, parce qu'on a aussi des communes qui vont être connectées un peu plus au sud. J'appuie sur le bouton Montfort-sur-Meux et j'aurai, dès le mois de juin, un panneau qui affichera un passager pour Montfort-sur-Meux. Okay. Donc là, c'est une version très simplifiée du coup, que tu présentes là. C'est la version covoiturage spontané. Du coup. Covoiturage spontané. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est pas d'application, c'est vraiment que d'immobilier. Tout à fait, voilà. Et ça veut dire que la voiture le voit qui arrive, qui va du côté de Bédé ou même plus loin. Elle le voit à 100 ou 200 mètres, j'imagine, en amont. Ouais, tout à fait. Et elle attend de se dire, mince, j'ai 3 places, je passe là où j'y vais, donc j'ai une petite voie sécurisée. Je me rends dans cette commune et j'ai une encoche qui est spécialement aménagée pour que je m'arrête. Il n'y aura pas de véhicules qui vont venir encombrer ce stationnement. Et vous pointez pas? Le voyageur, il n'a pas à pointer en disant je l'ai pris, ou ça, il faut quand même à un moment donné indiquer que la personne a été... Il n'y a pas de système de validation de montée dans le véhicule.
Et cependant, ce qu'on va essayer de faire, du coup, parce que je vous l'ai dit à l'instant, le service n'est pas encore lancé, il part c'est en au juin, mois de juin. Ouais. On essaye déjà de connecter ce système avec la plateforme WestGo, la plateforme de covoiturage WestGo qui est préexistante. Et on aimerait en fait fidéliser à travers l'existant déjà. C'est-à-dire que les personnes qui se rencontrent de manière spontanée puissent derrière continuer on va dire, à échanger sur quelque chose de plus numérique si elles le souhaitent ou si les habitudes se prennent. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas des gens qui reviennent toujours sur les arrêts, mais qu'on crée bien des habitudes de covoiturage. Et comme je vous l'ai dit, avec deux facettes. Un côté vraiment fonctionnel, on va aller optimiser les trajets vers la gare et vers la ville-centre, vers les services, mais il faut aussi que les gens puissent revenir chez eux. Donc c'est pour ça qu'il y aura des arrêts à l'aller et au retour. Mais aussi permettre à des gens de pouvoir avoir des solutions pour partir du monde d'une commune plus rurale et pour aller vers les services. Il y a 2 fonctionnalités comme ça qui ont été identifiées et donc on a hâte de lancer en juin. De lancer en juin maintenant. En juin, tout à fait. Alors Hugo Bravi, juste comme vous êtes sur Blablacar Daily, alors vous avez expliqué un petit peu la différence entre Blablacar et Blablacar Daily évidemment, mais quand je vous ai eu au téléphone, qu'on a parlé de ça, vous m'avez dit oui c'est bien parce que c'est une offre complémentaire. On fait pas, enfin vous pouvez faire quand même la même chose sur certains, vous avez sans doute un peu de concurrence au niveau des entreprises, mais disons que vous effectivement avec Blablacar Daily, on est un peu plus déjà dans j'organise mon trajet. Oui, exactement. Déjà, je suis très content d'être ici parce qu'on a lancé le service de covoiturage de Loustat-Brocéliande, territoire sur lequel on se situe ici à la Gacilly, il y a 1 mois tout juste. Ouais. Donc je vais pouvoir vous en dire un peu plus pour rentrer dans le concret de ce qu'on fait avec les territoires qu'on accompagne et est-ce que ça fonctionne, quels sont les résultats. Ça me semble important. Sur la complémentarité, oui, absolument. Ce que vient d'exposer Nicolas, ce sont des lignes de transport. Et là, il s'appuie de façon très intelligente sur ce que les usagers connaissent, à savoir les transports en commun, train, bus, etc. Nous, on a un modèle différent qui s'appuie sur évidemment les actifs de Blablacar, puisqu'on a aujourd'hui sur l'application Blablacar Daily un peu moins de 10% de la population française qui a un compte. Donc en fait, on a aujourd'hui une capacité à adresser cette population très intéressée de base à la mobilité partagée. Et donc, sur Blablacar Daily, on est sur une application de covoiturage domicile-travail, courte distance, plus largement, qui est très très différente de Blablacar, parce que Blablacar, c'est la face émergée, on va dire, de l'iceberg. Blablacar Daily, c'est une solution professionnelle, en fait. Ouais. On travaille exclusivement avec des collectivités et des entreprises pour paramétrer le service comme la solution de covoiturage du territoire. On a lancé le service à Rennes Métropole il y a 1 mois, on est en marque grise, je dirais, on est sous la marque Covoitstar en fait. Et donc on se sert de la technologie sur laquelle Blablacar a quand même une certaine expérience dans le covoiturage, les actifs de Blablacar et surtout ce que la collectivité souhaite en faire. Et donc la complémentarité, où est-ce qu'elle se situe, c'est que nous en fait nos trajets ils sont partout. En fait, là où on souhaite se positionner, c'est sur les 75% de la population qui va au travail en voiture aujourd'hui. Il y a une partie qu'on va aller réussir à capter évidemment avec les pôles d'échange multimodaux, avec le train, le bus. En réalité, il y en a une grande partie qui continuera d'utiliser, qui n'aura de solution que la voiture personnelle pour se rendre au travail. Donc c'est sur ça que nous on veut agir. Et quand on regarde une carte des trajets réalisés sur Blablacar Daily, en fait c'est une carte qui est complètement... en fait on ne comprend rien, parce qu'il y a des axes et des trajets réalisés absolument partout. Et ça, la force du modèle, c'est qu'on n'a pas une ligne cantonnée. On permet d'utiliser la solution à partir de n'importe quelle adresse de départ et vers n'importe quelle adresse de destination. Et donc, pour le résumer, on souhaite vraiment être une solution de transport tangible pour les zones périurbaines et rurales. C'est la raison pour laquelle, dans les territoires avec lesquels on travaille, on cantonne l'éligibilité du service souvent à ces zones-là pour ne pas rentrer en confrontation avec des modes existants et surtout pas être en concurrence avec du vélo, à pied évidemment, du transport en commun. À Rennes, par exemple, le covoiturage n'est pas incité en deçà de 5 km. Et on travaille avec Ecov pour que sur la ligne de covoiturage Ecov, il n'y ait pas d'incitation Blablacar Daily. Pour l'instant, là, ce qu'on travaille, on ne l'a pas encore fait, parce qu'en fait, notre but, c'est de capter l'attention des utilisateurs de Blablacar au global sur cette ligne et leur dire il y a un service spécifique sur cette ligne-là. Donc on souhaite mettre à disposition cet actif-là
aux frais d'Ecov avant d'être dans une démarche d'exclusion qui n'est jamais très bonne dans les mobilités. On dit souvent qu'il faut, sur un même axe, diversifier les modes pour pouvoir occasionner plus de report modal. Comme le mix énergétique, on se retrouve ici aussi à dire arrêtez de penser qu'il faut remplacer une mobilité par une autre. Là, l'idée, on l'a vu, c'est quand même beaucoup de jouer la carte de la complémentarité, d'aller. Alors, il y a une autre différence entre vous aussi, qui est intéressante quand même par rapport aux générations, je le disais tout à l'heure, c'est que vous me disiez qu'il y avait la partie, on n'est pas obligé non plus d'avoir une application. Donc il y a aussi une fracture numérique qui existe en France et qu'on ne peut pas bouder, d'autant moins dans des zones qui ne sont pas ultra-urbaines. Et donc là, effectivement, ça n'oblige pas à passer par une plateforme, puisqu'effectivement, c'est de l'autopartage, en tout cas à Montfort, sur les lignes de Montfort Communauté. Alors que vous, effectivement, il y a cette partie plateforme, mais qui sécurise aussi certains de se dire, par contre, moi, je vais sur une plateforme, mais il y a une régulation parce que ça identifie. Et en tant que parent, des fois, on se dit, bon, on n'a pas envie qu'ils montent dans n'importe quel véhicule. Donc, effectivement, on a des peurs différentes, on va dire, sur ces deux modes de modalité. Oui, exactement. La plateforme, c'est un enjeu de traçabilité aussi pour les collectivités qu'on accompagne, qui ont à disposition la donnée brute. Donc l'ensemble des données est à leur disposition pour pouvoir analyser ce qui se passe en termes de développement du covoiturage. En fait, on a longtemps imaginé le covoiturage comme étant un truc sympa, à la marge, etc. Là, ce dont on parle, c'est d'en faire, et Ecov est également là pour ça, c'est d'en faire un vrai transport partagé, un transport public en réalité. Sur un territoire comme Vitré, par exemple, en région Bretagne, je parle de Vitré parce que ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux, en fait, on est aujourd'hui intégré dans une DSP de 9 ans avec Keolis. Donc on est vraiment partie prenante des modes de mobilité que Vitré a souhaité développer. Donc c'est dans ça qu'on s'inscrit, et au fur et à mesure des 4 ans, en fait, on a affiné le modèle pour en faire une solution là où Vitré souhaite la développer, et non pas en concurrence avec d'autres modes. Et pour revenir sur Loust à Brocéliande, ce qui est intéressant dans le modèle qui a été lancé ici il y a un mois, parce qu'on n'a pas parlé du modèle économique et du modèle tarifaire notamment. Ce qui est intéressant, c'est que le conducteur qui utilise Blablacar Daily sur Loust à Brocéliande, pour tout trajet qui a une origine ou une destination sur ce territoire, il va être rémunéré de 1,50 € à 3 €, et le passager, quant à lui, va voyager gratuitement. Donc ce modèle-là, c'est un modèle ambitieux qui sert le changement de comportement. Parce que ce dont on s'est rendu compte chez Blablacar, c'est qu'on a développé Blablacar historiquement sur un trajet longue distance, pas de problème pour partager les frais, puisque quand vous faites un Lyon-Paris, je peux vous dire que l'aiguille du carburant, vous la voyez bouger, et le péage, vous le sentez passer aussi. Donc en réalité, sur quelques dizaines d'euros, là, évidemment, on accepte de prendre quelqu'un, surtout qu'on parle d'un trajet qui n'est pas tous les jours, on parle d'un trajet où on peut faire 10 minutes de détour, étant donné la longueur de ce trajet-là. Sur la courte distance, on a une grosse difficulté, et c'est pour ça que ça se développe plus doucement, on va dire, mais que le potentiel est massif, puisque c'est des trajets beaucoup plus fréquents. Sur la courte distance, en fait, le problème, c'est qu'on a moins de marge de manœuvre, Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, on a moins de souplesse, et que sur le modèle économique, le conducteur, évidemment, il fait un effort, il s'attend à percevoir une rémunération, à avoir un intérêt économique à le faire. Je parle du développement massif, je ne parle pas des gens convaincus écologiquement, qui évidemment on remercie tous les jours. Le passager, quant à lui, qui est un conducteur, qui a sa voiture, qui va tous les jours en voiture au travail, si on lui demande de financer ce que le conducteur s'attend à percevoir, on parle de 2-3 €, et le passager il nous dit mais en fait ça c'est 2 litres de carburant, moi je vais au travail avec ça, avec ma voiture tout seul, dans le confort de ma voiture individuelle. Et donc il est vraiment là le problème. Et en réalité, donc ça on peut se dire, du coup, si la collectivité doit financer 2-3 € par trajet, fois le nombre de trajets réalisés, ça fait beaucoup d'argent. Mais en fait ce qui est intéressant, c'est que déjà nous on a les capacités Ecov aussi à cibler là où on veut que ça se développe. Et deux, quand on compare avec le coût par passager transporté d'un bus dans le périurbain, mais en fait, là, quand je parle de cette solution-là, on parle de 5 à 10 € par passager transporté. Et, je finirai là-dessus, les 2-3 € dont on parle, ils sont reversés aux conducteurs. Enfin, aux conducteurs, oui. Donc c'est du pouvoir d'achat net, en fait. Ils ne sont pas mis dans de l'infrastructure en plus qui va rouler sur la route, etc. Ils sont mis pour optimiser l'infrastructure existante. Donc c'est intéressant d'avoir l'éclairage sur cette pédagogie-là que n'ont pas toujours effectivement soit les collectivités, soit même les utilisateurs, effectivement. Ouais. Et là, sur le modèle économique par rapport à Montfort, justement, là on est sur de la solidarité. Alors, on
On déploie la solution donc avec Ecov. J'ai oublié de le rappeler tout à l'heure, mais on a réussi à avoir des subventions assez importantes parce que c'était le moment où il y a toujours le fonds vert, je pense. Le fonds vert, on a un soutien de la région Bretagne également, du département de l'Ille-et-Vilaine et de la MSA, vu qu'on est sur un territoire rural. Donc on est sur un projet qui est bien financé. Une fois que le système est déployé, si vous voulez, en termes de financement, ça sera un forfait annuel pour le paiement on va dire de la continuité du service et du système. Voilà. Mais on n'aura pas en tout cas pour le moment, il n'est pas prévu de déployer un système de participation au trajet, ni d'applicatif. Donc on est vraiment sur quelque chose... service public. De transport complémentaire. Et comme le disaient tout à l'heure Nicolas et Hugo, on est sur peut-être une part comment dirais-je, une offre de transport complémentaire qui ne vient pas concurrencer une autre, mais qui vient s'additionner. Il y a bien sûr des personnes qui ne souhaiteront pas faire de covoiturage, c'est leur choix. Il y a des personnes qui vont plutôt commencer à réfléchir à prendre le vélo. Vous avez parlé du schéma directeur cyclable qui est en train de justement d'être finalisé du côté de Montfort Communauté également. Et on va offrir de nouvelles solutions cyclables. Donc ça, c'est parfait. On est en train d'augmenter également En fait, ça va de pair avec une augmentation du nombre de stationnements aussi en gare et dans les centralités. Donc c'est plusieurs fronts en même temps, la mobilité, notamment sur les territoires où on doit innover parce que les moyens ne sont pas forcément très importants sur ce sujet-là. Et on n'a pas encore de versement spécifique parce que ce versement dépend bien sûr de la création d'une ligne de transport régulière au sein de notre collectivité. Et pour le coup, c'est pas le cas. Je voulais aussi rajouter quelque chose. L'originalité de ce projet aussi, c'est qu'on vient connecter le territoire qui se situe au sud de Montfort Communauté, qui est Brocéliande Communauté, qui a déjà 2 lignes pour le coup de covoiturage spontané qui fonctionnent exactement de la même manière et avec Ecov en plus. Donc dans la lisibilité du service, on va avoir une ligne en commun qui vont relier à terme Plélan-le-Grand à Montfort-sur-Meux. Donc c'est un double bénéfice. Ça permettra aussi à des gens de Plélan-le-Grand de venir à Montfort-sur-Meux pour des services, encore une fois, qui n'existent pas forcément à Plélan, mais il y a aussi un accès au ferroviaire. Hein. Tout le monde nous en parle vraiment régulièrement. Le train est devenu tellement attractif, on va dire, on peut se rendre facilement à Rennes, et depuis Rennes, il y a une opportunité de déplacement qui est très importante. Et à terme, donc ça on verra au cours de l'année, mais il y a d'autres territoires voisins qui réfléchissent aussi à la mise en place de systèmes similaires. Donc c'est possible que d'ici la fin de l'année, on ait un réseau finalement qui s'agrandisse vraiment au-delà de notre territoire. Et donc on se dit avec une communication naturelle qui se fera et on l'espère, une fréquentation qui ira de pair. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, quelques mots sur le modèle économique et ce que vous venez de décrire tous les deux. C'est vrai que la notion de niveau de service, elle est essentielle à comprendre quand on souhaite cibler, en fonction de qui on souhaite cibler. Ici, sur ton territoire, Thomas, le territoire de Montfort Communauté, on est parti sur un réseau de lignes qu'on peut qualifier de simplifié, avec surtout une infrastructure, pas d'application, la solidarité. C'est vraiment un projet de territoire qui vient offrir une nouvelle offre de mobilité pour des personnes qui en ont besoin. Si on souhaitait cibler les actifs qui vont à Rennes, depuis le territoire de Montfort Communauté, en renfort du train, parce que le train vient couvrir une partie des trajets domicile-travail vers Rennes, mais ne couvre pas la totalité. Il y a à peu près 3/4 des trajets qui ne sont pas couverts par le train. Il faudra affiner les chiffres, parce qu'il y a eu des changements depuis le renfort de la cadence. On a eu des débats là-dessus, on pourrait encore en avoir. En tout cas, ce serait intéressant de voir quel a été l'impact du renfort de fréquence sur ces trajets-là. Moi, les données que j'ai sont les données INSEE de la base MobPro de 2020. On était à 9000 trajets jour domicile-travail entre le territoire de Montfort Communauté et Rennes. Tout à l'heure, tu m'as parlé de 600 000 trajets par an. Donc on est voyageurs par an, donc on est à peu près à 3000 trajets jour. Donc on voit qu'il y a encore de la voiture, et de toute façon on le voit sur le terrain, il reste de la voiture. Si on veut cibler ces personnes qui vont travailler à Rennes, là, il faut monter le niveau de service. Juste un système très simple, avec que de l'infra, un appui-bouton, on ne sait pas si on va être pris, il y a l'angoisse d'arriver à l'heure au travail, ça ne peut pas fonctionner.
On a besoin de monter en niveau de service, de rassurer, de donner de la visibilité, de montrer que l'offre existe, qu'il y a des conducteurs sur la ligne qui vont s'arrêter et qu'on attendra 2-3 minutes. Et même ce qu'on fait sur les lignes express, on envoie des taxis. C'est-à-dire que si en 15 minutes, la personne n'est pas prise en charge, Elle appuie sur un bouton. elle est appelée Ok. par les services d'Ecov Mhm. qui lui proposent un taxi. On cherche à travailler aujourd'hui Mais le taxi, elle va le payer. Payé par le service. Payé par le service. Ok. Payé par le service. C'est la garantie départ. C'est-à-dire que ça va concerner la première année 5% des trajets. Au bout de 3 ans, ça va tomber à 1%. Et quand le système est à maturité au bout de 10 ans, on va être à 0, quelques pourcents. Mais c'est ça qui fait tenir le service. C'est la sécurité et la garantie. Aujourd'hui, lâcher sa voiture, c'est un acte tellement fort qu'il faut se donner tous les moyens pour y arriver. Et ça passe aussi par une garantie départ. Nous, on aimerait pouvoir avoir des territoires où on puisse tester l'articulation avec le car et que le car fasse office aussi de garantie départ. Donc il y a la ligne de covoiturage qui apporte la fréquence toutes les 3-4 minutes, la ligne de car qui passe plutôt toutes les demi-heures, mais on sait qu'on a une garantie départ par le car et qu'on peut prendre gratuitement. On est autant utilisateur de la ligne que de la ligne de car. Donc c'est cette vision de niveau de service, elle est importante à prendre en compte en fonction de la cible qu'on souhaite aller chercher, et la cible des actifs qui utilisent leur voiture en tant qu'autosoliste, c'est la cible la plus exigeante. Si on veut les convertir à un autre mode que le mode conducteur de leur voiture, il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver et aller sur un niveau de service très fort. On l'a dit, le mot conversion, je pense que c'est un peu ça. C'est une vraie conversion. Ouais, vous vouliez faire un Oui, juste commentaire. on a parlé de Loustabrosseliande, qui est un service très, très récent pour nous. Sur Montfort, ce qui est intéressant de constater sur Blablacar Daily, parce que même si on n'a pas aujourd'hui déployé le service sur le territoire, l'application, il est possible d'y accéder. Et surtout, depuis le lancement sur la métropole de Rennes, en fait, on parlait des trajets entre Rennes et Montfort. Le service mis en place par Rennes Métropole est éligible pour les personnes qui soit habitent à Rennes, travaillent à Montfort, ou inversement. Et en fait, ce qu'on a constaté, j'ai regardé en fait ce matin les chiffres, c'est que depuis le 1er janvier, on est passé de 2000 inscrits sur le territoire de Montfort Communauté à 2600 inscrits. Donc les 2000, c'est la base d'actifs Blablacar, voilà, peut-être parfois un peu dormante, mais il y a 600 personnes là qui ont... En combien de temps ? En 3 mois. En 3 mois. Il y a 600 personnes qui se sont inscrites au service sur ces 3 mois. Donc des personnes, encore une fois, soit qui travaillent à Rennes, habitent à Montfort ou inversement. Et on a doublé les volumes de trajets réalisés en 3 mois sur cet axe précisément. Donc on voit qu'il y a une forte traction quand même et qui est logique pour nous parce qu'elle se situe pile dans le genre de territoire où on est pertinent. Où effectivement il y a une offre ferroviaire qui se densifie et c'est très bien, mais où il y a toujours... comme le disait Nicolas, donc je ne sais pas si c'est 3/4, il faudra que tu vérifies ton chiffre, mais en tout cas, il y a toujours un gros besoin sur des trajets porte à porte, domicile-travail en voiture. Peut-être une statistique à ajouter. Donc nous, la moitié de nos actifs, en tout cas sur le diagnostic du plan de mobilité simplifié, c'est la moitié des actifs de Montfort Communauté se rendent à Rennes quotidiennement. Oui. Donc c'est un signal en fait qui montre qu'effectivement, tout ne peut pas être captable par l'existant, mais qu'on a une partie qui est forcément obligée, entre guillemets, de prendre son véhicule tous les jours. Il y a encore de quoi massifier parce qu'on est à 20 km de Rennes, de la rocade rennaise, et on a des ralentissements jusqu'à BD, Plumlock. Ouais. Donc il y a un effet visuel, effectivement, là où on peut voir qu'il y a encore pas mal de véhicules qu'on pourra mesurer, qui peuvent être optimisables. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a mesuré l'autosolisme, c'était avec des radars que régulièrement ils essaient effectivement de faire des statistiques pour montrer que ça reste encore effectivement l'habitude la plus prégnante. On arrive au terme de ce moment-là. Est-ce qu'il y a une question dans le public ? On peut se laisser cette possibilité s'il y a une question ? Oui. Moi, je vais vous piquer un micro pour le donner à Magali Verte. Donc, SNCF. Bonjour. Bonjour, j'avais une question. Quand vous mettez en place ce genre soit de l'autostop, soit, j'ai compris, pour la partie ligne de covoiturage, je me demandais en termes d'installation, notamment à Montfort-sur-Meux pour l'autostop, comment vous avez fait ? Est-ce que vous avez mis en place comme les parcs relais sur le covoiturage, on les installe, on a parlé de PEM tout à l'heure, de PEM qui ne seraient pas dans un endroit. Est-ce qu'il y a des mini-PEM comme ça qui se créent ? C'est-à-dire que est-ce que vous préparez aussi un endroit où on peut se garer avant d'aller faire l'autostop ?
et quelle a été, du coup, si vous faites ça, j'imagine que vous ne faites pas partout. Donc ça m'intéresserait de voir quelles installations vous avez dû mettre en place pour ça. Merci pour cette question. On va répondre en 2 temps. Mais en tout cas, par rapport à l'analyse qui a été faite sur la faisabilité, donc ça a été dans un premier temps, donc l'année dernière, les arrêts qui ont été identifiés sont souvent situés de fait à côté d'un parking existant, soit un parking de covoiturage, ou soit même un arrêt Bryce-Go, notamment à Montfort-sur-Meux. Il y a un peu notre hotspot, là d'où vont partir toutes les lignes. Les 4 lignes partiront de cet arrêt aller et retour, enfin, c'est-à-dire vers le sud et vers le nord et aussi vers l'ouest, où on a demandé à la région, bien sûr, pour savoir à quelle distance on devait se positionner par rapport aux zébras, pour pas que les services soient confondus non plus. Il y a aussi eu beaucoup d'échanges avec pas mal d'acteurs pour la mise en place de ce projet. Et donc là, on est à côté d'un arrêt Bryce-Go, de car Bryce-Go, qui dessert d'autres destinations en plus, à côté d'un parking, et on a l'arrêt d'autostop, finalement, qui vient naturellement un petit peu, d'autostop, de covoiturage spontané, autant pour moi. Les élus ne veulent plus utiliser le terme d'autostop non plus. C'est plus clair, en fait, le fait de dire de parler de cette pratique de cette manière. Et donc, pour cet arrêt, naturellement, ça s'est mis près d'un parking. Tous les arrêts ne sont pas concernés, mais globalement, vu qu'on doit être sur un espace de la voirie où il y a de l'espace, on a naturellement quand même des places de parking pas loin. Et vu qu'on est en train de faire le travail sur le schéma directeur cyclable, on se dit c'est une aubaine d'y mettre aussi du stationnement vélo, par exemple, et de continuer en fait à attirer d'autres modes de transport à proximité de ces futurs arrêts. Parking multimodal maintenant, on va voir après. Si je peux compléter sur les lignes de covoiturage, en fait, on va essayer de concilier 2 enjeux. Être proche du flux pour capter le flux de voitures avec le minimum de détours, et en même temps être proche des usagers pour limiter la contrainte liée au rabattement jusqu'à l'arrêt. Donc idéalement, il faut que ce soit un rabattement possible en marche à pied sur les arrêts les plus simples. Parce que plus la distance est courte de trajet souhaité, moins on va se rabattre en voiture. Il est illusoire de penser que quelqu'un monte dans sa voiture, se rabatte sur un parking, aille jusqu'à un arrêt et fasse ensuite 2 km de trajet. Ça n'arrivera pas. Donc il faut qu'il y ait du rabattement à pied, et puis dans quelques cas, un peu de rabattement en vélo. Mais essentiellement, ce sera du rabattement marche à pied au moins au début. Ensuite, si le service prend vraiment bien, qu'il y a une confiance, il y aura de plus en plus de rabattements autres. Mais au départ, c'est surtout du rabattement marche à pied. Ceci dit, sur des lignes vraiment structurantes et plus longues, le rabattement voiture peut très bien fonctionner, surtout associé à des aires de covoiturage, mais auquel cas, c'est vraiment des lignes très structurantes, plus longues. Il faut faire 30, 40 km ensuite. Ce n'est pas pour des lignes, pas pour des liaisons courtes. Donc ça, vraiment, ça s'étudie toujours très très bien, de manière très spécifique en fonction des territoires. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la raquette et que le dernier kilomètre soit toujours traité. Donc plus on s'imbrique dans des PEM, plus on mutualise aussi potentiellement avec des arrêts préexistants, déjà très équipés et déjà des nœuds de modalité, plus ça a des chances de fonctionner. S'il n'y a pas d'accessibilité de l'arrêt vers l'entreprise, par exemple, ou depuis sa maison, c'est toute la ligne qui s'effondre. C'est l'ensemble des nœuds qui doivent être traités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je sais qu'il y a les ateliers qui vont commencer. Donc, pour ceux qui ont des ateliers, il y a quand même une question ici. Oui, bonjour. Alexis Avenel, je représente les boîtes à vélo Bretagne. Donc on est complémentaires sur le fait de faire utiliser moins les voitures ou de manière différente. Moi j'ai une question, c'est sur la façon dont vous communiquez à destination des usagers. Est-ce que par exemple sur votre territoire, est-ce qu'il y a eu des campagnes de communication spécifiques, des outils qui ont été mis en place? Quels moyens vous avez déployés pour informer les usagers potentiels de la mise en place de ce service, pour les amener vraiment à en prendre usage vraiment de manière opérationnelle? Alors pour la communication, on est en train de construire un kit de communication vraiment spécifique, et une cartographie et aussi tout un process avec ECOV, parce que ça fait partie d'une de leurs missions qui est axée sur la communication et la création d'un réseau et d'une communauté. Donc on va passer par les réseaux sociaux, on va passer par la presse, on va passer par la collaboration notamment avec WestGo, si j'en parlais tout à l'heure. On va trouver tous les moyens numériques et aussi
on va dire, plus classique de fidéliser et d'informer. On va aussi s'appuyer sur une action du PMS qui est la Maison de la Mobilité Itinérante, et qui est en fait une action de la collectivité où on s'associe à des événements déjà existants et on fait un stand spécifique à la mobilité. Et là où vraiment on va communiquer. On a aussi associé les communes en fait dès le début de l'étude et jusqu'au déploiement, et on est encore en contact très régulier avec eux pour qu'eux puissent faire le relais aussi auprès de, tout bêtement, de leur bureau municipal, de leurs habitants et aussi de leurs événements. Et les habitants seront invités à venir en mairie pour s'inscrire aussi au réseau, pour avoir un petit autocollant qu'ils pourront apposer sur leur véhicule pour dire moi je suis volontaire et je veux bien récupérer des gens, ou alors voilà, je veux bien faire partie de ce réseau-là, je serai solidaire et je veux être de l'initiative. Tu veux compléter? Il faut faire communauté avec un gros sticker. C'est ce que j'allais. C'est exactement le terme que j'allais employer. L'idée, c'est vraiment de faire communauté autour d'un service public partagé qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'on contribue à la fois en tant que conducteur et en tant que passager. On contribue pour des raisons de solidarité, mais aussi pour des raisons d'enjeux sociétaux, le fait de recréer du lien, le fait de partager à une grande transition qui nous oblige tous. Donc il y a cet aspect faire communauté autour de ça qui est vraiment la clé du succès. C'est un projet de territoire. Et la notion de service public partagé ici est vraiment essentielle. Et il y a un dernier point qui est très spécifique aux lignes de covoiturage, c'est comment est-ce qu'on convertit progressivement un autosoliste en conducteur de covoiturage à passager de covoiturage. Il y a un parcours ici qui s'imagine, comment on fait entrer les autosolistes dans le monde du transport collectif, comment on apprend à leur parler. Et c'est quelque chose que le monde des TC aujourd'hui ne sait pas bien faire, parler aux personnes qui conduisent seules dans leur voiture. TC, des mondes qui sont pas mal collectif. en TC transport collectif. Oui, okay. Donc là, on pense aussi qu'il y a quelque chose de fort en parlant aux conducteurs, de les convertir progressivement, vers un autre monde du transport collectif. Vous vouliez réagir? Juste un mot pour terminer, parce que je pense que mes collègues au fond là-bas vont m'en vouloir de ne pas en avoir parlé. Mais en fait, vous parliez communication. Nous, on fait sensiblement, on agit sur les mêmes leviers côté Blablacar Daily avec les collectivités qu'on accompagne sur la partie communication usagée. La clé pour moi, juste là-dessus, c'est de s'inscrire dans la démarche de la collectivité, la démarche mobilité au global. S'il y a une marque mobilité, s'il y a une façon de communiquer, s'il y a de personnaliser un maximum pour que ça s'inscrive comme étant une des solutions existantes. Mais il y a un public dont il faut parler, ce sont les entreprises. En fait, les entreprises aujourd'hui dans les territoires qu'on accompagne sont clés dans la diffusion du service parce que ce sont les interlocuteurs principaux de notre cible finale, c'est-à-dire le trajet domicile-travail. Et en fait, non seulement c'est un interlocuteur privilégié, la clé dans les entreprises, c'est d'avoir un référent qui prend en charge le projet. C'est pour ça que nous, on l'aide, on lui fournit des formations, des kits de communication. En fait, on lui fournit un maximum de choses clés en main pour qu'il puisse diffuser l'info facilement. Et en fait, il y a aussi un retour pour l'entreprise qui est très intéressant et pour les communautés de communes avec lesquelles on travaille, c'est que les entreprises sont en forte demande de desserte de leur site. Et en fait, on apporte une solution viable économiquement qui permet d'aller desservir théoriquement, mais dans le temps, ça fonctionne. À Vitré, par exemple, qui a un énorme bassin d'emploi, ça fonctionne super bien. Dans le temps, on arrive à desservir le site, non pas juste avec une ligne, parce qu'une ligne, elle sera toujours déceptive de transport en commun, mais avec un réseau beaucoup plus diffus pour montrer qu'il y a une desserte. Donc les entreprises, je pense qu'elles sont au cœur de ce sujet du covoiturage, en particulier domicile-travail. Il y a plusieurs types de covoiturage évidemment, et il faut aller les chercher. C'est ce qu'on fait dans les territoires qu'on accompagne. Et voilà, je rappelle que Blablacar Daily, on accompagne aussi des entreprises en direct qui travaillent avec nous pour leurs propres collaborateurs. C'est souvent des grosses entreprises qui ont des moyens et qui ont des moyens d'avoir un poste dédié RSE, développement durable, etc. Ce n'est pas du tout le cas de toutes les entreprises. Je pense évidemment au groupe Rocher qu'on accompagne sur la Gacilly dans le cadre du partenariat avec Loust-Evros-Eliande, mais aussi Fenetrea dans le coin qui ont des gros besoins de mobilité de leurs collaborateurs. Et c'est un enjeu d'attractivité en fait pour elles. Oui, pour des territoires, des entreprises dans des territoires parfois enclavés. On l'a vu l'année dernière pour la Belle-Illoise, justement, où effectivement, c'était pas satisfaisant sur le transport collectif. Ils mettent en place en interne des systèmes de covoiturage entre salariés
voilà, qui sont basés sur les valeurs de solidarité, mais aussi un petit peu quand même d'aide au carburant, puisque voilà, ça reste des postes importants dans les foyers aujourd'hui. Et bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, messieurs, pour votre intervention, et merci à vous, le public.